Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Notre invité ce soir, le docteur Bruno Heun, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du Corévi Guadeloupe. Le Corévi, c'est la coordination régionale de lutte contre le VIH. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. La situation est-elle préoccupante dans notre département ? Pour résumer en une phrase, la Guadeloupe est après la Guyane, la deuxième région la plus touchée par le VIH en France. On en parlera bien sûr en détail dans quelques instants, mais avant, les titres qui seront développés dans notre journal. Dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le sida, l'accent est mis en Guadeloupe sur le dépistage. 3 universités québécoises sont actuellement en Guadeloupe pour séduire nos étudiants et leur faire découvrir de nouveaux horizons. Le jeune Guadeloupéen Keshan Jacobi Koali a remporté dimanche soir la finale du plus important tournoi de la Caraïbe de boxe anglaise. Le journal, Aurélie Ronze. Et nous sommes le mardi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Près de 16 millions de personnes reçoivent un traitement à travers le monde. En Guadeloupe, 2000 personnes sont concernées par le VIH. Lors de cette journée, l'accent a été notamment mis sur la sensibilisation et le dépistage. Le CHU de Pointe-à-Pitre a organisé à ce titre des opérations de dépistage gratuits et anonymes. Le reportage de Richard Scott Tamar. Sur la place de la Victoire, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le sida, l'accent était mis sur les TROD, les tests de dépistage rapide à orientation diagnostique du VIH. C'est un test qui est très simple, avec un résultat très rapide, en 2 secondes. On a le résultat. Alors, il faut savoir aussi que le TROD, il y a des... Comment je peux vous dire ça? C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire le TROD. Le TROD, c'est... Si vous avez eu des rapports dans 3 mois derniers non protégés, le TROD, c'est pas possible. Parce que pour pouvoir faire le TROD et avoir un résultat fiable, il faut qu'il y ait 3 mois où vous n'avez pas de rapport non protégé. D'accord? Si vous n'avez pas eu de rapport non protégé durant les 3 mois passés, le TROD sera fiable. Et vous faites le TROD, après 3 mois, vous faites un TROD, là ce sera fiable. D'accord? Sinon, si vous avez un rapport aujourd'hui, il faut attendre 6 semaines pour pouvoir faire la prise de sang par contre. Et 3 mois si vous n'avez pas eu de rapport non protégé. C'était aussi l'occasion d'éduquer les jeunes collégiens sur les risques du virus du VIH. C'était vraiment une occasion, une opportunité de venir ici, de voir les différentes personnes qui sont au courant pour nous renseigner, pour qu'après dans le futur, qu'on ne puisse pas commettre d'erreurs ou de bêtises. C'est vrai que les élèves du collège ont entre 10 et 14 ans, donc pour certains d'entre eux, ils ont déjà une sexualité, parfois non protégée. Ils viennent nous voir pour avoir des conseils, pour avoir des informations concernant les maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH, le sida. Donc oui, nous sommes confrontés tous les jours pratiquement à ce genre de problème. Ou bien encore, d'inclure les seniors dans la lutte contre le sida, car eux aussi peuvent être infectés. Il est vrai qu'ils sont souvent mal à l'aise avec les moyens de protection. Génération longtemps, nous pas très servi avec pas capote, nous pas servi avec ça, c'est la jeune fille en avance qui nous. Mais il s'est fait que nous pas dévergondés, mais on peut faire via. Là quand on fait via, par exemple, on passe un test et on pas garder et on pas continuer via. On pas pour dire là, on pas mettre les préservatifs, son vie de vagabondage, non. Mais c'est ça qui sauve en vie. D'une manière générale, les chiffres des infections en Guadeloupe sont stables. Alors, en nombre de sujets identifiés et rentrés dans le circuit de soins, on est un peu en dessous de 2000 patients identifiés et traités. Le nombre de sujets infectés est probablement supérieur, mais on ne connaît pas tous les sujets infectés. Si on fait l'hypothèse que c'est à peu près la même chose qu'en métropole, c'est 1/3 des sujets infectés par le VIH ignorent qu'ils le sont. C'est probablement au moins autant ici en Guadeloupe. Rappelons que 36,9 millions de personnes à travers le monde vivent avec le VIH. Et notez que demain, cette opération de dépistage anonyme et gratuit se déroulera toute la journée sur la place tricolore à Sainte-Rose. Rebonsoir Bruno Heun. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses au sein du CHU de Pointe-à-Pitre et vous êtes donc également le président du Corévi Guadeloupe. Quel est le rôle du Corévi ? Le Corévi, comme son nom l'indique, est une institution destinée à coordonner la prise en charge des patients, mais aussi l'information de la population
l'égalité, l'équité des soins sur le territoire en partenariat avec l'ARS. Alors quelle est précisément la situation en Guadeloupe concernant le sida ? Alors, l'infection par le VIH, donc comme je le disais tout à l'heure, 2000 personnes sont suivies, sont entrées dans les soins et régulièrement suivies, et ces personnes-là vont globalement bien, puisque pour 95% d'entre elles, elles reçoivent un traitement, et que plus de 85% des personnes traitées ont une infection parfaitement contrôlée, ce qui est très important, puisque avoir une infection contrôlée, ça permet d'empêcher le déficit immunitaire, et ça permet d'avoir une espérance de vie identique à quelqu'un de non infecté par le VIH. Voilà pour le nombre de patients suivis, mais on sait qu'il y a un certain nombre de patients chez qui le diagnostic n'a pas encore été fait. Et en Guadeloupe, plus particulièrement qu'ailleurs en France, on a un retard au diagnostic, c'est-à-dire que les gens rentrent dans les soins lorsqu'ils deviennent déjà symptomatiques avec un déficit immunitaire avancé. Et donc c'est ça qui est actuellement notre champ de travail, réussir à faire plus tôt le diagnostic chez les sujets qui ignorent encore qu'ils sont infectés par le VIH. Alors vous le disiez tout à l'heure, la Guadeloupe est le 2e département français à être en nombre de sujets infectés et en nombre de nouvelles infections aussi, oui. À quoi on explique ces chiffres ? C'est probablement multifactoriel, c'est en particulier parce qu'on manque encore d'efficacité dans la prévention de la contamination. Et ça, c'est parce que insuffisamment de personnes connaissent leur statut vis-à-vis du VIH. Et c'est l'autre axe de travail très important dans notre région, de réussir à convaincre l'ensemble de la population que chacun, individuellement, doit connaître son statut sérologique vis-à-vis du VIH et donc faire un test de dépistage. D'où donc la nécessité de se faire dépister. Où est-ce qu'on peut se faire dépister en Guadeloupe, hormis donc cette semaine le CHU donc, qui organise ces dépistages gratuits anonymes, hors cette semaine, où est-ce qu'on peut se faire dépister en Guadeloupe ? Tout le temps, tous les jours, n'importe où. Ça peut être très simplement une prescription médicale. On se rend dans un laboratoire de biologie médicale et on peut avoir un test. C'est remboursé par la Sécurité sociale. Pour les gens qui auraient des réticences à utiliser ce système conventionnel, il y a beaucoup d'autres voies possibles. Les TROD, dont vous avez eu l'explication dans le reportage, ça c'est plutôt en milieu associatif. Il y a maintenant depuis peu les autotests où on peut se procurer des tests en pharmacie. Un mot sur la recherche, où en est-on ? Vaste question. La recherche permet de faire des progrès permanents. Sur le plan du traitement antirétroviral, on a fait des progrès extraordinaires avec des traitements qui sont maintenant simples, efficaces, et dont on sait que non seulement il faut les mettre en route dès le diagnostic posé, mais qu'ils assurent aussi la prévention, puisque les sujets infectés et traités, une fois que leur charge virale est devenue indétectable, qu'il n'y a plus de virus détectable dans le sang, ne transmettent plus le virus. Donc le traitement fait aussi partie des outils de prévention de l'infection par le VIH. Notamment, on parle beaucoup du Truvador en ce moment. Alors, ça c'est un autre... Donc moi je parlais du traitement des sujets infectés, mais effectivement, certains médicaments antirétroviraux, en particulier le Truvada, qui est une association de 2 médicaments, peut être utilisé en traitement dit de pré-exposition pour des sujets qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser des moyens d'efficacité reconnus et éprouvés comme le préservatif. Et on a montré dans 2 gros essais thérapeutiques, l'un franco-canadien, l'autre américain, que la prise de Truvada en prévention, c'est-à-dire avant l'exposition à la transmission sexuelle, permet de réduire d'un facteur important, de 80%, le risque de transmission. Donc ce n'est pas la panacée, ça ne vient pas remplacer le préservatif, mais ça peut être un des moyens qu'on utilise actuellement dans ce qu'on appelle la prévention combinée pour réussir à diminuer le risque d'infection par le VIH, et il est particulièrement utile chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et ne voulant ou ne pouvant pas utiliser de préservatif. Merci Bruno Heun d'avoir été sur notre plateau ce soir. Un tout autre sujet maintenant, puisqu'on va ouvrir notre page politique. J-5 avant le premier tour des élections régionales. Dimanche, tous les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes sont appelés aux urnes pour élire leur président ou leur présidente de région. Et des Guadeloupéens qui se sentent plus ou moins concernés par ces élections, comme l'a constaté en tout cas cet après-midi Richard Scott-Tamar. Le premier tour des élections aura lieu dans moins d'1 semaine. À Pointe-à-Pitre, les avis sont partagés concernant les candidats et la manière dont la campagne est menée. Oui, donc j'ai entendu parler des principaux candidats, à savoir M. Lurel, M. Chalus, M. Bernier, donc les principaux, avec une liste derrière. Bon, il y a beaucoup de monde en ce moment en liste,
parce que c'est organisé d'une façon festive. Donc ça permet aussi un petit message aux gens qui s'en foutent un peu de la politique aussi. J'ai pas le temps, moi. Vite fait, hein. Mais j'ai pas tellement le temps. Avec le travail, j'ai pas le temps. Moi, personnellement, au niveau politique, moi, je ne prends rien du tout. Parce que personnellement, je ne prends rien du tout. Mais j'irai voter. J'irai voter. Je suis citoyen, j'irai voter. J'irai voter comme citoyen de droit. J'irai voter. C'est un temps fort de la vie politique. Il voulait que les candidats s'expriment et ça montre justement la diversité, disons que dans cette activité sociale qui est la politique. Et les différents candidats qui sont ici avec des sensibilités différentes. Ça démontre justement de la vitalité justement de la société guadeloupéenne. Élection régionale toujours, on a appris que l'un des candidats de la liste Nouvelle Alliance pour la Guadeloupe menée par Marie-Christine Mirkidal était décédé. Il s'agit de Jules Bazir, ce retraité de 72 ans était en 38e position sur cette liste. Son nom figura malgré tout sur les bulletins de vote de ce dimanche, puisqu'en effet aucune disposition ne prévoit le remplacement d'un candidat décédé lors du premier tour. Marie-Christine Mirkidal a annulé toutes ses réunions politiques de ce soir. Par ailleurs, hier soir, Jean-Marie Nomertin, candidat combat ouvrier, présidait une réunion de sympathisants pour notamment désigner les assesseurs pour le jour du vote. L'occasion aussi de rappeler le besoin de recentrer les forces communistes. Karine Gielman. Mais en même temps, lancer la passerelle qu'il faudrait franchir vers tous les communistes, que les communistes se rassemblent pour faire autre chose. On a dit refaire le parti de Rosan Girard. Refaire le parti d'Auguste Sainte-Luce. C'est dans un des hauts lieux de la résistance de l'UGTG, la maison Marie-Galante, que Combat Ouvrier a réaffirmé son souhait de réunir les courants communistes en un seul parti révolutionnaire. Depuis 1990, suite à les événements concernant la chute du mur de Berlin, surtout la scission au sein du Parti communiste guadeloupéen avec le PPDG, nous avons eu des rencontres avec le Parti communiste pour créer un véritable parti révolutionnaire communiste en Guadeloupe. Bon, pour le moment, ça n'a pas abouti, mais le parti que nous appelons de nos voeux sera donc construit par les travailleurs qui sont combatifs et il se trouve qu'au Parti communiste il y a des travailleurs combatifs et que par conséquent il n'y a pas de problème là-dessus. Une union révolutionnaire pour contrer la montée de l'extrême droite. Parce que c'est en fait les grands partis de gauche communistes et socialistes français qui ont fait le lit du FN, puisque pendant des années, quand ils étaient au gouvernement, Mitterrand, puis après Jospin et autres, et maintenant avec Hollande, les socialistes, ils mènent la politique du patronat. Ils ont accepté les licenciements, les politiques d'austérité. Donc les travailleurs qui étaient autour d'eux ont été tout simplement déçus. Ils ont déçu la classe ouvrière, et une partie de cette classe ouvrière et les franges d'à côté sont allés au Front National. Avec un combat de plus de 50 ans et un programme reposant toujours sur la lutte des classes, le combat ouvrier entend bien obtenir quelques voix supplémentaires aux 4000 des dernières régionales. Enfin, je vous propose de refermer cette page politique avec cet éclairage sur le financement des campagnes électorales. Et c'est Karine Gielman qui s'est penchée sur le sujet. Les fonds publics financent la campagne régionale. En effet, il est interdit de faire appel aux entreprises privées. Alors dons et fonds publics sont les bienvenus. La démocratie exige plus d'égalité. Bon, on n'est pas aux États-Unis. Il faut pas être milliardaire pour être candidat à une élection. Et puis, autre chose, on ne peut pas utiliser des associations. Il faut bannir les institutions politiques. La région ne peut pas aider un candidat régional, fût-il président. Donc, la France, c'est un pays qui a assaini le financement de ces campagnes électorales par du financement public. C'est sur l'impôt qu'on finance les campagnes. Alors, la région, par exemple, cette année, ça tourne autour de 160 000 €, la dépense maximale, et le remboursement sur les 2 tours, c'est à peu près 80 000. Les fonds utilisés en vue d'un remboursement après l'élection exigent une organisation stricte. La campagne régionale, comme toutes les campagnes, exige que chaque candidat dispose d'un compte de campagne. Ça peut aller, en ce qui concerne le seuil démographique de la Guadeloupe, ça peut aller entre 35 et voire même 40 000, tout dépend. Pour être remboursé, il faut avoir obtenu au moins 5% de vote. En fait, il faut trouver un bon compromis entre la richesse du débat démocratique où toutes les petites listes, entre guillemets, ont leur place, et en même temps
la responsabilisation des têtes de liste. Effectivement, lorsqu'on est tête de liste et qu'on ne dispose pas, en tout cas qu'on n'a pas une légitimité politique suffisante, même si on peut se présenter, il y a quand même une évaluation a priori à faire pour savoir quelles sont réellement les chances que l'on a de franchir le cap des 5% du suffrage universel. D'année en année, l'accroissement de la population et le déploiement de stratégies marketing intenses ont pu engendrer des frais supplémentaires. Les candidats ont une certaine maturité dans le marketing politique. Et que beaucoup de gens comprennent désormais qu'une élection, ce n'est pas la vérité, c'est l'opinion. Alors dès lors que vous avez fait la différence entre la vérité et l'opinion, les stratégies de marketing sont mises en œuvre. C'est-à-dire vous avez une cible, vous avez un slogan, vous avez une stratégie de communication. C'est peut-être ce qu'on veut dire. Alors, mais il ne faut pas croire que c'est celui qui fera le plus de fêtes, qui lancera le plus de confettis, qui sera élu. Sinon, ça se saurait. Les fonds doivent être utilisés uniquement dans l'objectif de la campagne et de l'élection. Une autorité indépendante veille en cas de transmission des comptes de campagne en retard, de dépassement du plafond ou de rejet de comptes. En effet, seuls les comptes approuvés peuvent être remboursés par l'État. Un mot de l'actualité sociale. Ce matin, les employés de la société Urbanet manifestaient dans les rues de Pointe-à-Pitre pour demander des comptes à leur employeur. Un mouvement à l'appel de l'UGTG, secteur nettoyage. Début novembre, l'un des leurs a été licencié pour faute grave, une situation qu'ils contestent. Les employés d'Urbanet pour une société plus propre. Pour les manifestants, la situation a dégénéré et leur mécontentement va au-delà du licenciement de leurs collègues. Lundi 23, à la première séance de négociation là, pour l'intégration à camarades là, il dit qu'il attend une décision avocat. Donc nous dit comme pour bonne décision, nous attendre qu'il y a bonne nuit. Et ben c'est comme ça nous voyons arrêter là, il fait venir associé, le temps passé et vers 22h, nous voyons les membres arriver. Et le patron a déclaré qu'il s'est servi avec l'état d'urgence pour dire c'est alors que c'était faux. Les membres arrivés, ils ont bien voyé 6 en disant bureau qui a décollé, nous avons bien dit qu'il a décollé, qu'il a un petit pont chef associé. Donc il partait ni pont séquestration. Deuxième bitin, donc nous étions dormi à l'épiquer là depuis lundi soir. Et c'est comme ça que nous voyons le jeudi matin à 3h du matin. Il était point en société à sécurité, soi-disant privé locaux. Et à 3h du matin, nous voyons un ministre, nous avons bien dit, un ministre à Omé, rivé, avait associé là et expulsé les grévistes mani militari. Et nous avons appelé par une décision de justice pour ça. Pour l'heure, les manifestants attendent une réaction tant pour la réintégration de leur collègue Bruno Rabault qu'une révision de leurs conditions de travail. Étudier au Québec, c'est une possibilité pour bon nombre d'étudiants guadeloupéens grâce à un partenariat mis en place en 2011. Depuis le début de la semaine, 3 universités du Québec sont en Guadeloupe pour rencontrer les lycéens et les étudiants. Une rencontre qui avait lieu aujourd'hui à la Cité des métiers du Rézé. Le reportage de Patrick Curie. Comme 94 étudiants guadeloupéens, Nathaël a fait le choix de partir au Canada. Une chose rendue possible grâce à la convention signée il y a 4 ans entre la région et les universités de Montréal, Trois-Rivières et Rimouski, où se trouve la jeune étudiante. Alors, je suis partie en 2011 pour faire ma licence en chimie de l'environnement. Je suis partie parce que le programme qui était offert m'intéressait vraiment. C'était un programme très pratique. On avait des sorties terrain. Non, je suis partie avant de le connaître et c'est arrivé là-bas que j'en ai entendu parler et donc j'ai postulé et on m'a offert une bourse de la région annuelle. Ça a commencé vite vos démarches, ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment une expérience unique et très enrichissante. Lors de cette journée de mobilité, des conférences et des échanges avec les universités québécoises ont permis aux lycéens et étudiants guadeloupéens d'en savoir plus sur les dispositifs. Il y a 2 formules essentielles, puisque certains peuvent se dire il faut que j'aille entamer forcément un long cycle d'études supérieures. Il faut savoir qu'on a aussi la possibilité de pouvoir, tout en restant un étudiant français, inscrit dans une université française, on a la possibilité aussi d'aller passer un semestre, voire 2, dans une université pour justement davantage découvrir. Étudier au Québec, une idée qui semble avoir séduit Candice. Avant, je voulais plutôt partir en France ou des pays étrangers, mais je me dis pourquoi pas rester en Guadeloupe encore quelques temps et pourquoi pas après foncer vers le Canada. Si j'ai la chance de partir, je voudrais bien étudier soit les histoires et la civilisation ou bien les lettres. L'objectif de cette opération
et de favoriser l'accès à la mobilité professionnelle du plus grand nombre d'étudiants guadeloupéens, et ce afin d'améliorer leur parcours de formation et d'insertion tout en découvrant de nouveaux horizons. Et sachez que chaque année, la collectivité régionale accorde 30 bourses d'un montant de 3 500 € pour les étudiants concernés par la mobilité. Après le Canada, direction notre grande région de la Caraïbe, il est notamment question ce soir de santé avec des cas de virus Zika au Brésil. Voici la Minute Caraïbe. Caraïbes, un fonds d'aide pour les petits États. Le Premier ministre britannique David Cameron a provisionné 7 500 000 € de son budget d'aide à l'étranger pour contribuer à l'amélioration de la pêche dans les petits États insulaires des Caraïbes. Parmi les 25 nations du Commonwealth, les États insulaires qui vont bénéficier de cette aide sont la Barbade, les Bermudes, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Trinidad et Tobago. Cameron a déclaré que cette somme sera disponible à partir de l'année prochaine et elle doit permettre aux pays concernés de renforcer leur capacité à gérer leur pêche locale, à lutter contre la pollution, à développer leur infrastructure côtière et à identifier de nouvelles opportunités d'investissement et de croissance, tout en contribuant à la préservation de la biodiversité. Ces fonds font partie d'une dotation plus large de 37 millions d'euros consacrée aux questions de changement climatique et à la prévention des catastrophes naturelles. Brésil, des cas inquiétants du virus Zika. Le ministère de la Santé brésilien a confirmé un lien entre le Zika, le virus transmis par les moustiques d'Afrique, qui se sont propagés dans la Caraïbe, et une forte incidence de malformations congénitales. Selon les responsables, la fièvre du virus Zika est à l'origine du pic des cas de microencéphalite, une inflammation du cerveau provoquée au cours des premiers mois de grossesse, qui retarde la croissance du fœtus. Les médecins avaient trouvé le virus Zika dans le sang et les tissus d'un bébé souffrant de microencéphalite dans l'état du nord-est du Brésil, a indiqué le ministère. Des avertissements ont été adressés à la population, invitant les femmes à éviter toute grossesse en cas de fièvre Zika. 739 cas de maladies et décès ont été enregistrés à cette date. La plupart des cas ont été constatés dans le nord-est du Brésil, mais des cas sont apparus rapidement dans le sud-est, à Rio et Sao Paulo. Une visite imminente de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est attendue au Brésil. Barbade, fierté nationale, à l'approche du 50e anniversaire de l'indépendance de l'île, le Premier ministre par intérim, Richard Sealy, a invité les Barbadiens à réfléchir sur cet endroit merveilleux appelé la Barbade, notant que l'année dernière, il y a eu plus de visiteurs qui sont entrés dans l'île qu'à tout autre moment de son histoire. Richard Sealy a fait remarquer qu'un nombre croissant d'étrangers étaient intéressés par l'île. Comme notre nation gagne en maturité, plus de gens veulent un morceau de la Barbade, soit par le biais de vacances ou en achetant des biens. Si nous ne valorisons pas notre patrimoine et laissons d'autres le faire à notre place, un jour nous nous réveillerons et réaliserons que cette île ne nous appartient plus, a-t-il souligné. Reconnaissant que l'île a traversé quelques difficultés et surmonté des défis, le Premier ministre par intérim a toutefois maintenu que pour une petite nation insulaire, la Barbade avait fait un travail formidable au cours des 49 dernières années. Retour en Guadeloupe avec ce témoignage, celui d'un skipper suisse, Jacques Valente, qui est un transplanté rénal. Malgré cette greffe, il continue ses activités nautiques. Éric Pommier l'a rencontré cet après-midi au CHU de Pointe-à-Pitre. Cette dame, comme tous ceux présents dans cette salle au CHU, au Club des médecins, sont admiratifs devant cet homme, Jacques Valence. L'homme n'est pas là par hasard. En 2008, ce skipper a subi une intervention chirurgicale pour une transplantation rénale. L'homme vit depuis avec un rein tout neuf, un don non pas venu du ciel, mais de son ami d'enfance. Depuis, Jacques Valence revit à 100 à l'heure et flirte à nouveau avec les océans, sa passion. Jacques Valence, aujourd'hui, est un homme heureux, venu en Guadeloupe partager son expérience, mais surtout apporter ce message d'espoir qui dit qu'il ne faut jamais baisser les bras. À chaque fois que je parle de mon histoire, de ma donneuse, de ce don d'organes qui m'a sauvé la vie, j'ai un peu le cœur qui se serre et c'est chaque fois un très très grand. Ce que je voulais faire, l'objectif de cette campagne de sensibilisation, c'est que les gens se positionnent clairement par rapport au don d'organes. C'est-à-dire qu'ils en parlent entre eux, en famille, que ce soit oui ou non. C'est tout à fait respectable, mais c'est que quand on se positionne avant, on gagne du temps et on sauve des vies. Plusieurs témoins vont prendre la parole pour aller dans le sens de Jacques Valence pour entretenir le même langage. Ben, ça ne m'étonne pas. Vous savez, il y a des gens qui disent vous êtes transplanté. Vous êtes transplanté, pour moi, vous êtes normal, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes en dialyse, c'est pas la même chose. Quand vous êtes transplanté, pour moi, vous êtes normal, quoi.
Ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut être courageux, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut vivre sa vie, voilà. Ouais. Inciter les gens à comprendre l'importance du don d'organes, voilà le sens exact de cette rencontre cet après-midi. 40 patients par an sont transplantés en Guadeloupe. L'actualité sportive à présent va parler du Noblard. Le Noblard, c'est la boxe et le jeune boxeur guadeloupéen Kishan Jacobi Koali a remporté dimanche soir la finale du plus important tournoi de la Caraïbe de boxe anglaise. La compétition se déroulait au Guyana. Kishan est élève de terminale L au Creps Antilles. Il est revenu, comme vous pouvez le voir sur ces images, en fin d'après-midi en Guadeloupe avec évidemment sa très belle médaille d'or. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il est interrogé par Éric Pommier. Ah oui, je suis content. Comme c'était un grand tournoi, donc je suis fier de moi. J'ai boxé, je me suis donné à fond pour la Guadeloupe et voilà, je suis fier de moi. Oui, on m'avait dit que j'avais le potentiel pour amener la médaille, mais que tout se jouait au mental, sur le ring. On ne sait jamais qui est l'adversaire. Donc j'ai rencontré des adversaires que je ne connaissais pas, d'autres pays. C'était des équipes nationales qui étaient vraiment fortes. Donc là, je me suis donné à fond et j'ai exploité tout mon potentiel. Donc j'étais vraiment impressionné au départ, mais j'ai su m'adapter et boxer, faire mon travail. Cette édition touche à sa fin, mais avant, on va jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Et c'est un temps plutôt humide qui nous attend, avec des risques d'averses aux 4 coins du département, sauf la région d'Anse-Bertrand devrait être épargnée. Le thermomètre affichera quant à lui au réveil entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, la météo détaillée de notre région, suivie de votre nouveau rendez-vous sportif, Minute Sport. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. L'actualité d'ailleurs qui continue sur notre site, le www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée.